Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons la Philippine Daishiline Brillo. Bonjour Daishiline. Vous êtes avocate et défenseuse des droits dans votre pays et vous allez nous expliquer ce que vous faites, qui vous êtes, beaucoup mieux que je ne le ferai moi-même. Donc, dès à présent, la parole est à vous. Bonjour. Good morning. Bonjour, je suis Daishiline Anne Brillo. Je suis une avocate spécialisée en droits de l'homme et en droits environnementaux aux Philippines. Je suis également une assistante juridique à l'université de Coyoacán. Je viens des Philippines, un pays que j'adore, un pays vraiment magnifique. Et en termes de biodiversité, un des pays les plus riches. Malheureusement, nous avons ce problème de la malédiction des ressources naturelles, puisque nous sommes un pays qui n'arrive pas à bénéficier économiquement des richesses naturelles de son propre pays. Malheureusement, c'est le cas dans bien des contrées du monde, où effectivement les richesses sont incroyables et le peuple, la population n'en bénéficie pas. Ce sont d'autres qui en bénéficient. Ma thématique d'engagement principale, c'est avant tout de me battre pour ces peuples autochtones, afin qu'ils puissent revendiquer leurs terres et inciter la société vers plus de démocratie et de transparence en matière environnementale. Dans mon pays, on a énormément d'hectares de forêts primaires et très souvent, ce sont des peuples autochtones qui sont les gardiens de ces territoires. Et donc, on a une sorte de croisement où les peuples autochtones sont bien souvent victimes de violations des droits humains en raison de la protection de leur appartenance à ces forêts. Et donc, on a ce phénomène d'intersectionnalité où les peuples autochtones sont victimes de violations des droits de l'homme en raison de leur protection de ces terres et de ces ressources. Bien que les Philippines soient réputées pour leur accueil chaleureux et leur côté très accueillant, le pays est tristement célèbre comme étant le lieu le plus dangereux d'Asie pour ceux qui défendent leurs terres et l'environnement. La majorité des violations des droits de l'homme qu'on observe visent très souvent les communautés autochtones, principales victimes de toute cette oppression. Et donc, en tant qu'avocate, vous travaillez principalement sur la défense de ces populations. Oui, face à tout ce climat, nous, en association, les Amis de la Terre, on travaille avec ces communautés pour leur donner des formations et les assister pour mieux qu'ils puissent documenter toutes ces violations de droits humains dont ils sont victimes. Selon le suivi de notre organisation, on dénombre plus de 45 000 membres de la communauté autochtone qui ont été victimes de violations de droits de l'homme rien que l'année passée. C'est énorme. Environ 60 000 hectares de terres ancestrales aux Philippines. C'est une superficie 7 fois plus grande que celle de Paris. Sont confrontés à des conflits environnementaux qui sont directement causés par l'industrie minière. Aux Philippines, on est particulièrement fiers d'une loi qui protège les terres ancestrales de ces communautés autochtones. Une loi, Indigenous Peoples' Rights Act, signée en 1997, qui permet collectivement aux communautés d'être propriétaires de terres.
Cette loi permet aux communautés de décider collectivement de tous les projets à grande échelle menés au sein de leur terre ancestrale. Ce que vous dites, c'est que l'État a pris conscience de la nécessité de défendre ces peuples autochtones, enfin toutes ces populations qui sont particulièrement vulnérables du fait de la convoitise qu'il y a sur leur terre. Oui, cette loi, c'était une loi corrective, puisque pendant longtemps, les Philippines ont été un espace colonisé, que ce soit par l'Espagne, par les États-Unis, qui a même été envahi par le Japon. Cette loi corrective a permis de rendre ces terres à ces communautés autochtones. Merci. Je voulais quand même vous poser la question plus globale sur la situation géopolitique et économique des Philippines aujourd'hui. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des richesses, on sait qu'il y a des populations qui sont pauvres, notamment dans les peuples autochtones. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez nous préciser sur la situation générale des Philippins et des Philippines aujourd'hui ? Directement après la pandémie, l'Union européenne s'est rendue compte qu'elle était dépendante de la Russie ou de la Chine sur ses importations de matières premières. C'est quelque chose qu'elle ne souhaite pas. Donc, elle a cherché à diversifier ses importations, notamment sur des pays d'Asie du Sud et de l'Est, viennent notamment l'Indonésie et les Philippines. Cependant, l'Indonésie a mis en place différentes taxes qui font que, à l'heure actuelle, il est plutôt cher d'importer ces ressources naturelles et ces matières premières depuis l'Indonésie. C'est dans ce contexte que les Philippines émergent de plus en plus comme un pays exportateur de ressources naturelles. C'est plutôt bien pour la population aussi. Dire que c'est quelque chose de positif pour la population philippine, c'est quelque chose de très compliqué, puisque typiquement, sur tous ces processus miniers, les intérêts privés font qu'on ne va pas systématiquement consulter la communauté et on observe donc des violations de droits où justement ces communautés et l'intérêt public n'est pas forcément pris en compte. C'est ce qu'on disait au début de cet entretien, c'est-à-dire que effectivement, dès qu'il y a des profits à faire, c'est pas au bénéfice de la population. Oui, exactement. Exactement. Merci. J'aimerais bien que vous nous parliez peut-être des femmes leaders des peuples autochtones. Vous en connaissez, j'imagine. J'ai notamment été choisie comme volontaire sur une formation légale auprès des communautés sur une colline qui s'appelle la colline de Desmontas et Remontados. Et donc, j'étais censée de faire une formation légale là-bas auprès de ces communautés. Et au final, en arrivant sur place, je me suis rendu compte que c'était des gens qui avaient déjà énormément de connaissances, notamment les femmes, sur le sujet. Et qu'en fait, le seul problème, c'est qu'ils recevaient des lettres en anglais et qu'ils ne comprenaient pas l'anglais. Et donc, cette communauté des remontados, ça veut dire remonter en espagnol. C'est donc une communauté qui avait réussi à fuir les colons en s'échappant et en remontant les montagnes. Et donc, lorsque je suis arrivée, j'étais agréablement surprise de voir à quel point ces personnes avaient des connaissances, notamment les femmes leaders de ces communautés qui étaient extrêmement enseignées, qui prenaient des décisions, qui disaient, bon, voilà ce qu'on va faire. Voilà les lettres qu'il faut écrire, les prises de possession que l'on doit prendre, les documents que l'on doit faire parvenir au gouvernement. Et donc, mais c'était également une communauté qui recevait des lettres et des lettres donc en anglais. Oui, donc ils ne pouvaient pas comprendre, forcément. Oui, exactement. Est-ce que vous avez une de ces femmes leaders qui vous a particulièrement marqué ? Je dirais que plusieurs d'entre elles, peut-être même toutes, n'ont particulièrement marqué et inspiré. Donc il faudra qu'un jour vous reveniez pour nous raconter, pour nous faire le portrait de ces femmes. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Très bien. Je note. Alors, vous-même, est-ce que vous vous définissez comme vous êtes une défenseuse des droits, est-ce que vous vous définissez comme une féministe ?
Yes, of course. For me, feminism. Alors oui, bien sûr, pour moi, être féministe, c'est faire preuve d'empathie, briser les barrières, briser les plafonds, qu'ils soient abstraits ou concrets. Donc bien sûr, je me définirai comme féministe. Très bien. Je pense que nous arrivons à la deuxième partie de notre entretien pour aborder votre vie plus personnelle. Alors, est-ce que vous voudriez bien nous parler de votre enfance, de votre adolescence, votre jeunesse? Mais je vous dis les jeunesses, mais j'ai l'impression que vous êtes très très jeune. Est-ce que je peux vous demander votre âge? 38. Ah, vous faites pas du tout, c'est incroyable. Donc, oui, racontez-nous un petit peu votre enfance et votre jeunesse. Alors, j'ai été élevée par mes parents à Rizal. C'est une province près de Metro Manila aux Philippines. Mes parents ont toujours travaillé très dur pour nous offrir une bonne éducation. Ils possèdent une entreprise de jeepneys. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le jeepneys, ce sont des transports publics qui sont des vannes en fait. Des minibus de la marque Jeep et qui sont souvent des moyens de transport très colorés et très utilisés aux Philippines. Malheureusement, depuis quelques années, le gouvernement fait pression pour progressivement éliminer les jeepneys et les remplacer par de nouveaux groupes de véhicules fabriqués en Chine. Ben oui, malheureusement. De l'image que nous avons de loin de chez nous, des Philippines, c'est vrai que ces transports colorés font partie de la culture aussi. Oui. Et donc, le gouvernement affirme que cette disparition de jeepneys, c'est avant tout pour l'environnement et pour moderniser le transport. Et donc, de nombreuses familles, comme la mienne, dépendent du commerce de jeepneys pour gagner leur vie. Et donc, cette élimination progressive, ça affecte sérieusement des familles comme la mienne. La proposition de suppression de ces jeepneys, pour moi, c'est vraiment un sujet personnel. Ça montre comment, en fait, les questions environnementales et sociales sont interconnectées. Pour faire face à la crise climatique, les décisions doivent être prises en ayant en tête toutes les conséquences économiques et sociales. En effet. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de vos projets, de vos passions et des rêves que vous poursuivez aujourd'hui, pour vous, pour votre pays, pour les femmes philippines? Mon rêve pour les Philippines, ce serait d'avoir une croissance économique plus inclusive, puisque ces dernières années, même si on a une forte croissance aux Philippines, on voit tout en termes de PIB, de produits intérieurs bruts, des PIB par habitant. Mais moi, de ce que je constate, c'est que cette croissance de PIB, elle ne s'accompagne pas forcément d'une hausse de niveau de vie moyen des habitants philippines. Et moi, ce que j'aimerais voir, une hausse, une croissance économique favorable à la population philippine. Je suis passionnée par la randonnée. C'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et puis, ça me ramène également à mon combat pour l'environnement. Et lors d'une de ces randonnées, dans un endroit qui s'appelle le mont d'Aretan, notre groupe a été guidé par une habitante de cette tribu de Dumaga, Eremontaos. Et donc, lorsqu'on est arrivé au sommet de ce mont, ce guide nous a indiqué que toute la terre que nous pouvions voir était leur terre ancestrale à eux, mais que cette terre était menacée par le flot en raison de déplacement d'un projet de barrage. À l'époque, j'avais ma licence en droit, mais je ne savais pas exactement comment aider ni par où commencer. Heureusement, à ce moment-là, j'ai pu rencontrer Friends of the Earth Philippines, l'association dans laquelle je travaille actuellement, et j'ai pu contribuer à la cause et aider les Dumaja et Remontados lors des différentes audiences au Sénat, sur lesquelles il a été établi que ce changement de barrage avait été établi sans le consentement de la communauté sur ce méga-projet et de tous les impacts que cela allait avoir. Et du coup, ça a arrêté le projet? Ça a été reporté dans le temps. D'accord. Donc, c'est une belle victoire. Pour le moment, il faut toujours rester vigilant. C'est comme ça que vous avez finalement démarré votre carrière de défenseuse des droits?
C'est vraiment un des moments clés, même si avant ce déclic, il y a eu quand même quelques moments où je me suis dit que c'était là que j'avais envie de travailler, de faire bouger les choses. Écoutez, bravo, moi, je trouve ça super. Vous avez d'autres choses à ajouter sur vos activités, vos distractions? I am also into Je suis également passionnée par l'apnée, la plongée sous-marine. Toutes ces activités me rapprochent de la nature. Lorsque je plonge sous l'océan, c'est vraiment un autre monde qui s'ouvre à moi. D'autant plus aux Philippines qui est si magnifique, si belle. Chaque fois, ça me rappelle la cause pour laquelle je lutte. Bien sûr. Merci beaucoup. Franchement, c'est un témoignage tout à fait passionnant, chère Deshline. Si vous voulez bien, on passe maintenant au questionnaire de Proust revisité. Quel est le principal trait de votre caractère? Je suis vraiment quelqu'un d'empathique. Je ressens les émotions de mes amis proches. La qualité que vous préférez chez un homme et chez une femme? La gentillesse. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis? Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, c'est qu'ils m'aiment avec mes côtés un petit peu bizarres et mes petites manies à moi. Votre principal défaut? Je suis quelqu'un d'assez émotif. Et votre principale qualité? Je fais de mon mieux pour être la plus gentille possible et la plus bienveillante. Vous le semblez en tout cas. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? Avoir la possibilité d'aider les autres, notamment les plus vulnérables. Et quel serait votre plus grand malheur? Ce serait de vieillir sans animaux de compagnie. Je rêve d'avoir une maison remplie d'animaux. Qu'est-ce que vous rêveriez d'être? Je rêve d'acheter une maison pour mes parents. Quel est le pays où vous iriez vivre? Les Philippines. Tiens donc. Quelle est la couleur que vous préférez? Évidemment le vert. C'était la couleur du jeepneys de mes parents. La fleur que vous aimez? Le lotus, puisqu'on me dit que même le lotus arrive à grandir, à pousser dans la boue. Vous qui aimez les animaux de compagnie, quel est votre animal totem dans lequel vous pourriez vous réincarner, par exemple? Un chat, puisque parfois j'aimerais dormir toute la journée et juste griffer le meuble. Quels sont vos auteurs et autrices, artistes préférés dans tous les arts, musique, peinture, cinéma, je ne sais pas? Mon autrice préférée, c'est Erin Brockovich, qui a écrit sur les femmes de sorte à ce qu'elles puissent se mettre en œuvre et s'organiser tout ensemble pour avoir des réparations sur les dommages qu'elles ont subis. Vos héros ou héroïnes dans la vie réelle? Mes parents. Bon choix, je pense. Votre cuisine et votre plat favori? La mangue. Aux Philippines, la mangue est vraiment le fruit le plus doux au monde. Mais est-ce que vous cuisinez, est-ce qu'il y a un plat cuisiné que vous aimez en particulier? La mangue, on le mange avec des crevettes. C'est un plat typique philippin. Ce serait difficile à expliquer. Mais c'est juste divin, quoi. Est-ce que vous avez un mot favori? L'espérance en espagnol. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Le manque d'empathie. Est-ce qu'il y a une personnalité politique qui vous inspire dans le présent ou dans le passé? Le sénateur Jean Flavier, qui était docteur dans la campagne aux Philippines, a joué un rôle clé dans la mise en place de l'acte pour les communautés autochtones aux Philippines. Est-ce qu'il y a, au-delà des Philippines, de manière générale, est-ce qu'il y a une réforme politique qui, selon vous, a amélioré la société en général? Le fait de voir la propriété comme non pas individuelle, par exemple aux Philippines, pour le peuple autochtone, on considère que la terre n'est pas à soi, mais qu'on l'emprunte, et donc on a des droits de propriété collectifs. Et je trouve que c'est quelque chose de très beau. Comment est-ce que vous aimeriez mourir? Entouré de ceux que j'aime. Est-ce que vous avez une devise, un mantra qui vous sert de guide dans la vie? L'univers s'en sortira. Tout finira par rentrer dans l'ordre. Formidable. Dernière question. Est-ce que il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, Oui. chère Deshline. Merci. À bientôt. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement,
qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.